bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va aborder une question qui nous concerne vraiment tous. Comment notre travail, au-delà de juste payer les factures, peut nous construire, nous enrichir personnellement? On sent bien cette tension entre gagner sa vie et puis donner un sens à sa vie via le travail. C'est peut-être plus fort aujourd'hui que jamais, non? Ah oui, tout à fait, c'est une quête très actuelle. Et pour y voir plus clair, on va se pencher sur un texte assez étonnant qui date de 1914. Ça s'appelle Self-Culture Through the Vocation d'Edward Howard Griggs. On pourrait traduire ça la culture de soi par la vocation. Exactement. Et c'est fascinant de voir comment des idées d'il y a plus d'un siècle peuvent encore nous parler aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et donc notre but, c'est vraiment d'explorer comment Griggs voyait le travail. Pas juste comme une nécessité économique, mais comme un moyen essentiel de développement personnel, intellectuel même. Ce qu'il appelle la culture de soi. D'accord. On va voir comment cette vieille perspective, finalement, peut jeter une lumière nouvelle sur notre propre rapport au travail, nos frustrations, nos espoirs aussi. Alors, allons-y. L'idée centrale de Griggs, si j'ai bien saisi, c'est que l'éducation formelle, l'école, ça donne des bases. Oui. Mais c'est la vie active, et surtout notre travail, notre vocation, qui devient notre prof principal en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Il disait même attention à une éducation qui ne ferait que produire des rouages pour la machine économique. Oui, des rouages, c'est le mot qu'il emploie. Plutôt que les êtres humains complets. Ça résonne fort aujourd'hui, ça. Fondamental pour cette culture. Il cite l'exemple de Goethe, de Faust. Ah oui. La première partie de Faust, c'est le petit monde. L'étude, l'amour, les relations personnelles. Et la seconde, c'est le grand monde. L'action, la politique, l'art, la science. Le travail concret, en fait. La contribution à la société. D'accord. Et pour Griggs, c'est là, dans cette confrontation au réel, dans l'effort, que l'individu se développe vraiment. Il insiste là-dessus. Cette idée de trouver la culture à travers le travail, c'est très lié à notre époque moderne. Et justement, cette perspective historique, elle est intéressante. Griggs nous rappelle que le travail, il n'a pas toujours été vu comme ça. Ah non, loin de là. Dans l'Antiquité, il y avait même un certain mépris, on peut dire, pour le travail manuel ou le commerce. Il cite Aristote. Oui. Qui disait que c'était des activités ignobles, carrément. Parce que ça empêchait le loisir nécessaire pour penser, pour faire de la politique. Et Platon s'est fait pas beaucoup mieux, si je me souviens bien. Non, pas vraiment. Le travail physique, c'était pour les esclaves. Ça libérait une petite élite pour des choses jugées plus nobles. Et ça a duré, cette hiérarchie. En partie, oui, au Moyen Âge. Les voies respectées, c'était la guerre, la politique, être prêtre, D'accord. l'artisan, le médecin, l'enseignant, c'était moins prestigieux. Le travail, c'était surtout l'affaire des serfs des classes inférieures. La grande nouveauté moderne, pour Griggs, c'est cet idéal démocratique. Tout le monde doit contribuer, payer sa part. Et ça change complètement la donne pour atteindre cette fameuse culture? Si avant c'était réservé à une classe oisive qui ne travaillait pas? Aujourd'hui, il faut aller la chercher dans la mêlée, au cœur de l'effort quotidien du travail. On ne peut plus la séparer de l'action. C'est un sacré défi quand même. Immense. Griggs parle de remplacer la chevalerie de la noblesse par une culture de l'humanité. C'est une belle formule, je trouve. Une culture accessible à tous et forgée par tous grâce à leur travail. Donc, la culture n'est plus un truc à part, un luxe? Non, c'est le fruit même d'une vie active, engagée. Voilà l'idée clé. C'est une très belle idée, mais bon, c'est bien que le travail au quotidien, c'est souvent loin, très loin de nos rêves les plus fous. Ah, ça c'est sûr. Et Griggs, il en est conscient. Il parle de cette tension entre les idéaux, les rêves, et puis les limites de l'action concrète. Il utilise une image de taureau que je trouve assez frappante. Laquelle? Il dit que jeune, on veut construire un pont vers la Lune. Oui. Et puis, avec l'âge, on finit par se contenter de construire une cabane à bois. Ça fait un peu désillusionné, non? Oui, ça peut sembler un peu triste dit comme ça, mais Griggs, il retourne le truc. Pour lui, il vaut mieux construire une cabane à bois solide, honnête, bien ancrée dans le réel. Que de rêver toute sa vie à des châteaux en Espagne. Exactement, que de rêver à des trucs inatteignables. Ce qui compte vraiment, c'est l'acte de construire. C'est l'apprentissage, la croissance personnelle qui vient de l'effort, de la confrontation aux difficultés. Souvent, c'est le processus qui est plus important que le résultat final. Il donne des exemples concrets de ça? Oui, il prend l'art ou la science. Pourquoi on s'acharne à créer une œuvre d'art alors que la nature est déjà si belle? Pourquoi on essaye de résoudre un problème scientifique alors qu'il y a tant d'inconnus? Mais oui, pourquoi? Parce que l'acte de créer, l'acte de découvrir, ça transforme celui qui le fait.
Chaque tableau, chaque découverte, c'est comme une coquille, dit-il, à travers laquelle l'esprit humain a grandi. Le sens profond, il est moins dans l'objet fini que dans la transformation de la personne par l'action. Donc la valeur est dans le faire, dans la lutte. C'est ça. Dans la lutte elle-même. D'accord. Mais alors, qui de la routine? Parce qu'une grosse partie de nos journées de boulot, soyons honnêtes, c'est répétitif. Griggs appelle ça le travail mort, le dead work. Oui, il utilise cette expression. Vendre du fil au comptoir, faire sa tournée de facteurs, classer des papiers. Comment est-ce que ça peut nous cultiver? Ça semble difficile à croire. C'est là que sa pensée est vraiment stimulante, je trouve. Il ne nie pas du tout cette routine. Il prend même des exemples très terre-à-terre, comme faire la vaisselle ou s'occuper des enfants. Ah oui, carrément. Mais il dit que c'est justement ce travail mort, quand on l'accomplit avec constance, avec loyauté et surtout animé par un but élevé, toi, high purpose, dit-il, c'est ça qui développe les qualités de base de la culture. C'est assez contre-intuitif, ça. On imagine la culture venir des grandes idées, des livres, pas en faisant la vaisselle. Exactement. Mais pour lui, c'est là que se forgent des choses essentielles. La loyauté envers ce qu'on doit faire, même si c'est répétitif. La volonté qu'on entraîne jour après jour à ne pas lâcher prise. Le courage tranquille aussi. Oui, le courage tranquille face aux obstacles du quotidien. La sérénité qu'on apprend à garder au milieu du bruit et de l'agitation. Et surtout, la capacité à garder une vision, un idéal, même quand le travail est, aride, quoi. D'accord. Ce sont ces qualités-là construites petit à petit, dans la routine, faite avec sérieux, qui forment le socle d'une culture authentique et solide. Il fait une distinction importante entre le savoir et la sagesse, il me semble. Tout à fait. Essentiel même. La connaissance, bon, ça s'accumule, on peut lire des tonnes de livres. Mais la sagesse, elle naît de l'expérience vécue avec sincérité. On peut être une encyclopédie sur pattes sans être sage. Complètement. Griggs donne l'exemple, très touchant, je trouve, de la mère dévouée. Son savoir livresque est peut-être limité, mais sa vie de service, faite avec loyauté, lui a donné une profondeur de jugement, une capacité à voir juste. Il a une jolie formule là-dessus. Oui, Qui est ça? pour voir juste, il faut être juste. To see true, one must be true. La sincérité de l'engagement, c'est ça la clé, qui transforme l'expérience en sagesse. Sans ça, le savoir, ça reste un peu... Lettre morte. Et cette manie qu'on a tous de regarder le travail des autres en se disant « Ah, si seulement je faisais ça ». L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Ah oui, la fameuse illusion d'optique. On connaît par cœur les galères et la routine de notre job, mais on ne voit que la vitrine, le résultat brillant du travail des autres. Il prend un exemple. Celui du pianiste virtuose, c'est parfait. On est ébloui par sa facilité apparente, on parle de génie. En oubliant les heures et les heures de gamme. Exactement, les années de répétition épuisantes, les sacrifices, le labeur acharné derrière. Ce qui nous paraît facile a coûté un effort énorme. Et ça, c'est un rappel fort de Griggs. Il n'y a pas de voie royale pour arriver à quelque chose qui a de la valeur. Tout demande un travail persévérant. Il reconnaît quand même que trop de routine, ça peut poser problème. Si on perd de vue le sens, le fameux high purpose. Oui, bien sûr, ça peut devenir abrutissant, engourdir l'esprit, dit-il. L'équilibre est crucial. Il faut s'investir à fond, oui, mais savoir aussi prendre du recul, se régénérer. Trop d'efforts sans pause, ça mène à la médiocrité, et fuir l'effort, ça mène à l'illusion. C'est ça. Trouver le bon rythme entre tension et détente, c'est la clé pour grandir durablement. Et chose curieuse, il signale un danger peut-être plus subtil, pas tant dans les tâches très routinières, mais plutôt dans les vocations dites supérieures, les métiers intellectuels, artistiques, moraux. Pourquoi cela spécifiquement? Parce que la pression sociale y est particulièrement forte. Le pasteur, le médecin, l'avocat, l'enseignant, l'artiste, on attend beaucoup d'eux. Qu'ils incarnent en idéal, qu'ils aient toujours la bonne réponse. D'accord. Et donc la tentation est énorme de privilégier le paraître sur l'être, de tomber dans le faux semblant, ce qu'il appelle le charme, voire l'hypocrisie juste pour répondre aux attentes, ou pour réussir. Comme l'écrivain qui suit la mode du moment plutôt que sa propre inspiration. Voilà, typiquement. C'est un exemple qu'il donne. Ce qui rend son antidote d'autant plus radical. En effet, face à ce risque permanent de charme, de faux semblants, Griggs ne voit qu'une seule solution, mais elle est absolue. La sincérité totale. Être et non paraître. C'est vraiment son mot d'ordre. C'est exigeant. Très exigeant. Mais il est convaincu que la vraie valeur d'un travail, pour soi et pour les autres, elle réside finalement dans la mesure d'humanité qu'il exprime. Même si, à court terme, le monde récompense parfois les apparences, sur le long terme, seule l'authenticité, la sincérité est la voie de la vie. C'est la seule boussole fiable pour lui.
C'est un cap difficile à maintenir au quotidien. Et puis, il y a des moments où on a l'impression d'avoir fait le tour de son travail. Le potentiel de croissance semble s'épuiser, la routine prend le dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est une question importante, et Grix ne l'évite pas. Parfois, dit-il, il faut savoir changer. Il raconte l'anecdote de Taureau, qui, après avoir réussi à fabriquer le crayon parfait, Oui, refuse d'en faire d'autres. Il dit « Pourquoi me répéterais-je? J'ai appris cette leçon. » Bon, c'est une position un peu extrême, évidemment, un peu. mais ça illustre bien l'idée de ne pas stagner. Sauf que dans la vraie vie, on ne peut pas toujours tout plaquer comme taureau. Il y a les responsabilités, la famille, les crédits. Bien sûr, bien sûr. Et Grix le dit aussi, on ne grandit jamais en fuyant ses devoirs actuels. Souvent, la porte vers quelque chose de mieux s'ouvre justement parce qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire là où on est. D'accord. Mais, et ça c'est une idée que je trouve très utile même quand on doit rester dans un travail qui ne nourrit plus autant qu'avant, il propose une piste, cultiver une avocation. Une avocation, c'est comme un hobby, un passe-temps? C'est un peu plus qu'un simple hobby. Le terme avocation, pour lui, c'est un intérêt fort, une passion parallèle. Il dit même un business à côté de son business. Quelque chose qu'on cultive dans la marge de la vie, sur son temps libre. Une activité choisie qui nous plaît vraiment? Voilà. Qui engage l'esprit et le cœur et qui apporte une autre forme de satisfaction, une autre façon de grandir à côté du travail principal. Il donne des exemples de gens connus qui faisaient ça? Oui, et ils sont assez parlants. William Cullen Bryant, un grand poète américain, eh bien, il était journaliste pour gagner sa vie. Ah bon? John Stuart Mill, il est célèbre philosophe et économiste, il a passé 35 ans comme simple employé à la Compagnie des Indes orientales. Incroyable. Ou encore Matthew Arnold, poète et critique très influent en Angleterre, mais son vrai métier, c'était inspecteur des écoles. Pour toutes ces figures importantes, leur œuvre la plus connue, c'était en fait une avocation menée en dehors de leur gagne-pain. C'est une perspective assez libératrice finalement. Et quels sont les bénéfices de cette double vie en quelque sorte? Ils sont nombreux selon Griggs. D'abord, ça rafraîchit l'esprit. Ça évite de s'enfermer dans la seule logique de son métier. Ça apporte un nouveau souffle, de nouvelles idées, qui peuvent même être utiles pour le travail principal. Intéressant. Il dit même un truc étonnant. Dans ce qu'il appelle l'arithmétique de l'esprit, 2 tâches bien choisies peuvent être plus faciles à porter qu'une seule. Comment ça? Et l'étudiant qui fait du sport pour s'aérer est plus efficace dans ses études, après. La mère qui prend un peu de temps pour elle, pour lire ou voir des amis, elle a plus d'énergie et de patience pour ses enfants ensuite. L'occupation, ça brise la monotonie, ça élargit l'horizon, ça enrichit toute la vie. Au-delà de la culture de soi et du service aux autres, Griggs voit aussi le travail comme un facteur de santé mentale en fait. Oui, c'est un point important. Il semble lier le pessimisme, voire le désespoir, à l'oisiveté ou à une vie sans but clair. Le simple fait de travailler serait bon pour le moral, pour lui. Pour lui, oui. Le simple fait d'être engagé dans un travail honnête, de devoir se confronter aux lois de la réalité qu'il décrit comme dures mais bienfaisantes, ça nous ancre dans un certain réalisme sain. Lutter pour réaliser quelque chose, même modestement, ça nous empêche de sombrer dans le cynisme ou le découragement. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde a besoin d'une vocation. Exactement. Riche ou pauvre, tout le monde a besoin de ça pour garder un équilibre psychologique et une vision positive de la vie, disons. Et face à ce travail, qui est donc nécessaire et potentiellement bénéfique, il distingue 3 manières de l'aborder. 3 attitudes possibles. Oui. Il y a d'abord l'attitude purement commerciale. Le travail, c'est juste un business, un moyen de gagner sa vie. On fait le job, on touche son salaire, point final. C'est la base, mais c'est limité. Et ensuite, Ensuite, il y a l'attitude professionnelle. Là, on voit son travail comme une vraie profession, avec ses règles, son éthique, un certain esprit de corps. C'est déjà plus élevé, ça implique une fierté du travail bien fait, le respect des normes du métier. et la 3e, la plus haute, C'est l'attitude qui voit le travail comme une mission ou une opportunité. C'est faire son travail non seulement pour l'argent ou pour la réputation, mais pour l'amour de la vie, for life's sake, c'est sa formule, c'est-à-dire c'est-à-dire pour la culture de soi qu'on peut y gagner, pour le service qu'on peut rendre aux autres à travers lui, pour la sagesse qu'on peut y développer. C'est cette attitude qui permet vraiment de dépasser la routine et d'éviter le piège du faux semblant dont on parlait tout à l'heure. Et le point vraiment important, c'est que cette attitude-là, elle n'est pas réservée aux métiers prestigieux ou intellectuels. Elle peut s'appliquer à n'importe quel travail. Absolument. C'est peut-être ça le message le plus démocratique et le plus fort de Griggs. Il cite l'Évangile,
La tasse d'eau froide, donnée avec amour. Il cite Emerson qui dit que si une grande âme habite une femme simple et qu'elle se met à balayer une pièce, eh bien cet acte deviendra sublime. Ce n'est pas la tâche qui compte, c'est l'esprit. C'est exactement ça. Ce n'est pas la nature de la tâche, mais l'esprit dans lequel on l'a fait, l'idéal qu'on y met. Des chaussures dans lesquelles on a cousu du caractère, elles seront solides. Une maison construite avec intégrité, elle tiendra debout. La valeur, elle est dans la qualité humaine qu'on investit dans ce qu'on fait. Ce qui implique une sorte de respect, presque de révérence pour son propre travail, même s'il paraît humble. Oui, c'est fondamental. Ne pas mépriser sa propre tâche et surtout se débarrasser de cette illusion d'optique tenace qui nous fait toujours voir le présent comme banal et le passé comme héroïque. On idéalise toujours les époques d'avant, les grandes causes passées. Voilà. Et Griggs nous dit, illusion, la vie a toujours été banale pour les gens banals. Les vrais défis, les vraies grandes causes, elles sont là, maintenant, sous nos yeux. Le seul moment où on peut agir, c'est le présent. La seule tâche qui est vraiment sacrée, c'est celle qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, si on devait synthétiser le message de Griggs, qui nous vient quand même d'il y a plus d'un siècle, ce serait que notre travail de tous les jours, peu importe ce que c'est, eh bien c'est une mine potentielle pour notre développement personnel, pour aider les autres, pour devenir plus sage. Oui, c'est ça. Tout dépend de comment on l'aborde. Avec sincérité, avec sérieux, avec respect, en y voyant une chance de grandir. Finalement, c'est moins ce qu'on fait qui compte que le comment et le pourquoi on le fait. C'est une excellente synthèse, je trouve. Et peut-être, pour laisser une dernière piste de réflexion, toujours inspirée par Griggs, il répète que la vie n'a jamais été sublime que pour ceux qui la vivent de manière sublime. Hmm. Alors, si on arrivait à voir ce moment présent, cette tâche qui est la nôtre, là, maintenant, pas comme une corvée ou juste une étape vers autre chose, mais comme l'opportunité unique qui nous est donnée, Oui. comment est-ce que ça pourrait transformer notre expérience intime du travail et puis par ricochet, notre vie entière? C'est une invitation en fait à remettre du sens dans nos actions les plus ordinaires du quotidien.